Bienvenue, très heureux de vous avoir nombreux en train de suivre ce numéro de kiosque de ce lundi 27 janvier 2025. Alors, nous allons nous focaliser sur la situation à l'est de la République démocratique du Congo, précisément dans la ville de Goma, au nord Kivu. Alors, vous aurez des analyses et commentaires de nos invités, Isaac Ngwenza, Eric Bisselo et Joseph Kongolo. Nous allons revenir sur l'actualité de la semaine avec la mort du gouverneur du Nord Kivu, le général Peter Chirimwani, et hier le chef de l'État face à cette situation de l'Est de la République démocratique du Congo a convoqué une réunion de crise. Alors dans son compte rendu, le porte-parole du gouvernement a exprimé l'indignation du gouvernement sur l'atteinte des sites des déplacés par le rebelle du M23 en violation des droits humanitaires internationaux. Et le même dimanche, la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayukwamba, était au Conseil de sécurité des Nations Unies où, sur demande de la République démocratique du Congo, il y a eu une réunion spéciale hier dimanche et de condamnation par rapport à la situation de la République démocratique du Congo avec l'agression rwandaise. Et la ministre des Affaires étrangères a également exigé du Conseil de sécurité notamment de sanctions contre le Rwanda. Nous allons parler avec nos invités. Encore une fois, merci de nous suivre à travers ce magazine Kiosque. Alors, Joseph Kongolo, bonjour. Bonjour madame, bonjour à tous les co-débatteurs. Je voudrais saluer tout de suite aussi les téléspectateurs et les auditeurs qui nous suivent aujourd'hui. Et juste, j'annonce que j'aurai peut-être un langage un peu plus dur, peut-être que pas comme d'habitude, parce que nous n'allons pas revenir sur la même chose chaque jour. Nous n'allons pas vivre dans une spirale de répression-résistance. Je pense que dans le corps du débat, on va devoir revenir sur l'ensemble de la stratégie et peut-être aussi de l'indignation que je peux exprimer à l'endroit de la classe politique congolaise. Merci. Un Merci, peu modéré madame. aussi, hein. Un peu modéré, un peu de la modération aussi, monsieur Joseph Kongolo. Je vous suis, madame. Merci. Alors, Isaac Ngwenza, bonjour. Bienvenue. Bonjour à notre co-débatteur Eric Bisselo et aussi à Joseph Kongolo, que je revois en bonne santé. Je suis très heureux. Et je pense que le devoir a fait que je puisse prendre mon camion rapide ce matin. J'étais à Brazzaville quand j'ai reçu l'invitation de Doudou Montiri pour participer à l'émission Kiosque pour commenter un peu l'actualité. Voyant l'ampleur et les sérieux du sujet et tout ce que j'ai suivi dans les réseaux sociaux, j'ai dit non, je dois traverser et mettre une opinion par rapport à cela parce que j'ai une idée claire de la situation à l'Est pour avoir fait 14 ans d'enquête pour comprendre les conflits armés là-bas. Je pense que l'heure est grave. Et pour moi, je trouve c'est comme si au niveau de nos autorités, on ne mesure pas l'ampleur et le sérieux de la chose. Ça, c'est un peu voir le comportement de notre diplomatie, par exemple. Je suis vraiment choqué, Gisèle. Vous savez, moi, j'ai toujours dit, je t'avais dit ici il y a quelques mois, je pense. J'ai dit le problème de l'Est, c'est comme si un homme a des problèmes avec sa femme, il accuse sa femme de sortir avec d'autres personnes, et ça brûle à la maison, et il va chercher le conseil chez la personne qui sort avec sa femme pour avoir quel résultat. Moi, je l'ai dit, je le réitère ce matin, je ne crois pas à la communauté internationale ou encore aux Nations Unies pour pacifier l'Est. Alors, parce que, regardez, un tout petit peu, les gens que nous saluons aussi, Eric Bisselo, et je vais répondre. Il n'y a pas de problème. Eric Bisselo, bonjour. Bonjour Gisèle, merci pour l'invitation. Je salue également mes aînés. Nous saluons nos compatriotes partout surtout sur le territoire national. Je salue particulièrement les forces armées de la République démocratique du Congo qui tombent à cause des mauvaises décisions prises par certains dirigeants dans leur bureau climatisé ici à Kinshasa. Je salue également les concitoyens politiques, les jeunes politiquement engagés que nous avons rencontrés ce samedi pour réfléchir ensemble, malgré nos tendances politiques et les divergences qu'il peut y avoir en termes de politique et de stratégie. Mais quand il s'agit ici de la patrie, nous nous sommes mis ensemble pour réfléchir de ce que cette jeunesse serait capable d'apporter à une nouvelle dynamique, une nouvelle intelligence par rapport à
l'attitude lamentable de la classe dirigeante actuelle. Donc je salue alors la synergie des jeunes politiquement engagés et également mes amis et collaborateurs au sein du mouvement de l'ACRC, parti politique, qui est l'Alliance des citoyens engagés pour la République et le changement. Donc la République, c'est notre socle commun. Nous avons un devoir de faire en sorte que cette République demeure parce que c'est l'héritage que nous devons léguer à nos enfants. Voilà. Merci. En ces moments, nous avons besoin vraiment d'un même langage, hein, que vous soyez opposition, que vous soyez majorité, parce que le pays nous appartient tous. Vous êtes de cet avis-là? Le langage, peut-être ça dépend de quel langage. Parce que c'est-à-dire que si même au sein de la majorité dirigeante, il y a des langages différents, moi je ne veux pas entendre des communications. Un porte-parole passe dans les médias dire l'heure est grave, il faut mobiliser les forces. Le soir, ses amis qui sont dans le gouvernement font la fête, on nous poste des vidéos des gens qui font la fête, qui montrent que tout va bien. C'est un langage. Non, mais ça n'a pas empêché durant cette période d'avoir ce genre d'image. Ça s'appelle un langage. Quel langage vous attendez? Et du côté de l'opposition, il n'y a pas de fête. L'opposition n'a pas de responsabilité dans la gestion. Là, on peut fêter comme on veut. Non, chacun est libre de fêter dans son privé, même ceux qui sont au pouvoir. Mais quand on a des responsabilités, c'est-à-dire qu'on ne rêvait pas cet habit pour aller venir le matin aux médias, et le soir, on rêvait d'autres habits pendant que les Congolais sont en train de mourir de la faute des mauvaises décisions prises par vous. Donc, les choses sont différentes. L'opposition n'a pas un devoir à cet instant de redevabilité à l'égard des Congolais, si ce n'est de dire la vérité. Ce sont des Congolais. Alors, dire la vérité seulement, ça suffit. Non, oui, cela est amplement déjà du courage. Il faut du courage pour dire de la vérité. Parce que ceux qui ont les cartes entre les mains ne disent pas la plupart du temps la vérité. Et c'est ça les conséquences des mauvais mensonges. Ok, alors la semaine a été dominée, l'actualité, par la mort du gouverneur du Nord Kivu. Comment est-ce que vous avez accueilli cette nouvelle? En termes de symbolique, il est vrai que là, ça a secoué la planète République démocratique du Congo. Finalement, les dirigeants se sont réveillés, ont vu qu'effectivement, il y avait des autorités qui pouvaient tomber. Parce que jusque-là, nous avions des inconnus qui tombaient. Nous avions des enfants, puisqu'au même moment, il y a eu un jeune également qui a posté une vidéo qui était coincé, blessé par balle. Ça n'a pas semblé les émouvoir tant que ça. Mais étant donné que c'est un chef, un leader, un de leurs qui rencontre, ça les a choqués. Et moi, je crois qu'à chaque fois qu'un soldat tombe au front, un jeune est perdu. Mais je crois que moi, ça me touche. Et nous, ça nous touche surtout que les jeunes composent 70% de la population congolaise. À cet égard, il fallait peut-être se secousse pour dire que Bunagana associe la République démocratique du Congo. Parce qu'on a la tendance de dire on peut tout faire à Bunagana, aux petits villages environnants, mais Goma, on ne touche pas. Mais comme si ceux qui vivaient à Goma ou bien vivaient à Kinshasa avaient le droit de vivre par rapport à ceux qui sont dans les coins isolés. Les devoirs, je reviens à de nouveau, Gisèle, quand je vous dis qu'il faut appeler un chat. Le devoir des dirigeants, c'est un devoir permanent et constant. C'est un devoir sur l'intégrité, sur la vie des Congolais. Alors ces gens-là ne peuvent pas se satisfaire de dire on mange l'argent du contribuable congolais. On prend l'impérium pour user, pour influencer des décisions, pour acquérir des carrés miniers, mais on n'en est pas capable pour protéger l'intégrité territoriale, on n'est pas capable de protéger la vie des Congolais. En cela, moi je dis toujours, et je le répète, le chef de l'État doit prendre ses responsabilités. Ce sont ses collaborateurs qui les a choisis, même certains qui gardent étrangement silence par rapport à leur propre lieu d'origine, par rapport à leurs frères, à leurs sœurs avec qui ils ont grandi, ils ont fréquenté des écoles. Et moi, je crois que c'est troublant et c'est désarmant. Aujourd'hui, si nous devons prendre une posture, nous devons la prendre du point de vue national et pas forcément tel lieu localisé, on ne fait pas des fêtes, on n'a pas la liberté des droits, et tel lieu, on peut faire la fête, on peut faire s'exprimer, et encore qu'aujourd'hui, on nous censure, on ne veut plus qu'on s'exprime sur ce qui se passe réellement à l'Est. Ça encore, c'est une faute qui déclare que nous avons perdu en termes de communication, et c'est ça qui est terrible. Merci Eric Bisselo. Alors, Joseph Kongolo, avec le décès du gouverneur militaire du Nord Kivu, comme le disait Eric Bisselo, ça a vraiment réveiller l'attention des autorités du pays. Et j'ai suivi même le général Sylvain Ekenge, porte-parole de FRDC, lors du briefing avec le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya, a dit que ce que le Rwanda ne sait pas, c'est que la guerre n'avait pas encore commencé et c'est maintenant que la guerre commence. Comment est-ce que vous commentez ces propos du porte-parole de FRDC? La mort n'est pas un événement spécial quand on est dans l'armée. Parce que le serment
d'un militaire, c'est d'offrir son sang. C'est pas parce qu'il est général que ça devient l'élément or. C'est pas parce qu'il est général que la mort devient exceptionnelle pour un militaire. Il est mort au front, c'est ce qu'il a voulu, c'est en âme et conscience qu'il a accepté d'être autorité militaire dans l'armée. Donc, nous saluons sa bravoure, nous saluons ses efforts. La seule chose que nous pouvons faire, c'est de venger son sang. Il est mort comme plusieurs autres anonymes sont morts pour la paix en République démocratique du Congo. Nous saluons sa bravoure, mais nous devons venger son sang. C'est la seule chose, je crois. Sa mort, s'il vous plaît madame, sa mort doit être un leitmotiv pour les troupes, parce qu'il n'y a pas de militaire sans troupes. J'espère qu'il devait avoir une troupe derrière lui en tant que général. C'est une manière, un leitmotiv supplémentaire pour les troupes qu'il a dirigées depuis longtemps de pouvoir venger cette mort. Et c'est un élément de plus pour pouvoir surmotiver les gens qui sont au front. C'est la goutte d'eau qui a débordé. C'est l'escarmouche, en fait, on veut dire ça. C'est-à-dire qu'il y a eu des morts, comme a dit Eric Missélo, mais la mort du gouverneur. C'est-à-dire que c'est la goutte d'eau qui a débordé, et voilà. Qui doit déborder, c'est-à-dire aujourd'hui, je voudrais que les troupes qui étaient sous le contrôle de Chirimwami, le général, de Rose Mémoire, doivent reprendre les localités qui sont occupées par l'adversaire. Donc c'est un leitmotiv supplémentaire. Ça c'est un. Deuxièmement, madame, nous sommes dans une spirale de répression-résistance. C'est déjà déséquilibré. Pourquoi la guerre se passe sur notre territoire? Nous subissons la répression. Au lieu de réagir par la répression, nous résistons. Un mauvais langage. Déjà, sur le plan stratégique, il n'y a pas de politique précise. Il n'y a pas de politique précise. Nous sommes là pour la résistance sur notre propre territoire. À latin, on appelle Belo Mindomo. La guerre qui se fait dans ta propre maison n'a pas de repli. Ne peut pas être gérée par quelqu'un de l'extérieur. Parce qu'elle est dans ta propre maison. En principe, toute cette observance de cesser le feu et tout ça, c'était de la rhétorique. On ne devait pas tenir compte de la rhétorique. La guerre se passe dans ta propre maison, madame. Tu vas dormir où? Comment tu vas préserver la sécurité des enfants? Votre épouse va dormir où? Comment va-t-elle manger? Comment ta famille va manger? Nous devions déjà, dès le départ, montrer cette attitude. Ça, c'est la première chose, madame. Deuxièmement, c'est une guerre de qui? Ce n'est pas la guerre du président de la République. Ce n'est pas la guerre du gouvernement. Ce n'est pas la guerre des ONG. Ce n'est pas la guerre de l'armée. C'est la guerre du peuple congolais. Est-ce qu'on a mobilisé le meilleur front dans la guerre? C'est comme mon ami vient de dire tout à l'heure, c'est la jeunesse. Est-ce que la jeunesse sait qu'il y a guerre en République démocratique du Congo en dehors de la jeunesse de l'Est? Est-ce que cette jeunesse sait que nous n'avons que le Congo? Est-ce que cette jeunesse s'est déjà mobilisée pour faire sa guerre contre l'envahisseur? Vous attendez quoi de cette jeunesse? Madame, j'entends, la première chose, c'est la politisation des victimes. Nous sommes des victimes, il faut nous politiser. C'est un concept fort. Je ne donne pas le contenu. Ceux-là qui sont au pouvoir doivent chercher le contenu de ce que signifie la politisation des victimes. Vous me suivez? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut la globalisation de la résistance. Nous ne sommes pas résistants, nous ici. Pendant que je parle, je ne me sens pas un résistant. Ce n'est pas parce que je parle de cette guerre. Mais il faut globaliser la résistance. Il faut que la maman qui est au marché sente que nous sommes en guerre et qu'il faut résister. Elle va faire quoi, par exemple? Justement, il faut venir chercher ça chez moi parce que j'ai étudié pour ça. Je ne le donne pas gratuitement parce que ceux-là qui sont là, ils ont étudié aussi comme moi. Madame, je le dis, j'ai écrit plusieurs fois dans tous ces ministères, les correspondances n'arrivent pas, ils ne répondent pas. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Il faut globaliser la résistance. Et il y a des techniques, un processus pour globaliser la résistance, madame. Et il faut politiser les victimes. Les victimes, c'est nous, Congolais. Est-ce que nous sommes politisés? Est-ce qu'on nous a dit pourquoi nous faisons la guerre? Est-ce qu'on nous a dit pourquoi nous devons défendre notre territoire? À la télévision, en dehors de ce que M. Mouyaya fait, je veux bien, la redevabilité, c'est bien. Mais est-ce que quand un étranger arrive aujourd'hui en République démocratique du Congo et qui regarde les différentes chaînes de télévision, peut-il percevoir que ce pays est en guerre?
Non. C'est toute une technologie de la communication, qui n'est pas la communication du lymphatique, bien entendu. Et ça a de l'impact sur l'ennemi, Madame, tout ça. Madame, on ne gagne pas de guerre, on ne gagne pas de guerre quand vous n'avez pas la confiance de l'opinion. Et même le Rwanda, s'il arrivait qu'il prenne la ville de Goma, s'il n'y a pas confiance de l'opinion, ils ne vont pas gagner l'opinion. Il ne faut pas gagner la guerre. Donc c'est l'opinion qui est le soutien majeur de la victoire d'une guerre. Et nous devons être armés de ça. Ça, c'est la première chose très importante. Donc, il faut globaliser la résistance. Deuxièmement, politiser les victimes. Et pour ça, la jeunesse, la plus grande armée du monde, en République démocratique du Congo, plus de 70 millions sur 100, environ 120 millions, qui sont jeunes et qui peuvent, eux, apporter des changements notables au front. Deuxième chose, nous avons deux rôles. Le premier rôle, c'est celui-là. Le deuxième, c'est de faire largement pression sur ceux qui dirigent, que ce soit les autorités militaires, politiques et tous les autres. Tous les autres, nous devons faire pression sur eux. Nous devons leur dire, messieurs, vous avez 1 mois pour terminer la guerre. Et pour ça, il ne faut pas que tel parti marche aujourd'hui, tel parti marche demain, UDPS marche à Lubumbashi, tel marche à Kasumbalesa, l'autre marche ici au Bandundu. Non. Nous avons besoin d'arrêter tous les jeunes de la République démocratique du Congo, 2 jours durant. On bloque tout pour que la guerre revienne à l'Est. Et vous allez voir, ça va se faire. C'est la deuxième expérience. Je m'excuse auprès de l'opinion de l'exemple que je vais donner tout à l'heure. Alors, je m'avance sur votre exemple-là. Oui. Vous rappelez que tout le monde se met ensemble. Tous les jeunes, parce que les vieux, là, ils nous distraient. Mais dans l'opinion, on sait qu'il y a des jeunes qui sont pour opposition, des jeunes... Vous voyez pas qu'on doit... On n'a pas besoin d'opposition, s'il vous plaît, madame. Alors, on ne comprend rien. C'est pourquoi je dis qu'il faut un leadership fort à la tête de la jeunesse particulièrement. Le discours de la jeunesse, ce n'est pas un discours partisan. Un discours de la jeunesse dans un pays ne doit pas être un discours partisan. Voyez-vous? C'est d'abord un intérêt qui nous réunit tous. Ok? C'est après que l'UDPS peut marcher à gauche, peut marcher à droite, ainsi de suite, pour d'autres intérêts qui sont liés à leur parti politique, à leurs intérêts sectoriels. Mais pour la République, on n'a pas besoin d'être PPD, on n'a pas besoin d'être UDPS. Alors je reviendrai à vous sur cet angle-là, les temps de donner la parole aussi à Isaac Ngouinza, après la mort du gouverneur militaire de Nord Kivu. En tout cas, il y a eu des décisions fortes, hein, notamment la rupture des relations diplomatiques avec le Rwanda, le rappel de l'ambassadeur de la RDC. On a donné 48 heures au Rwanda, hein, par rapport à lui faire idem, hein, de ce côté ici. Alors, que pensez-vous de ces décisions? C'est peut-être l'unique décision que j'appuie. Rupture de relations diplomatiques avec le Rwanda. On devait le faire depuis longtemps. Là, moi, ce qui me choque, on dit la mort du général Peter Chirimwami doit être l'occasion de mettre fin à cette guerre, de récupérer tous les territoires et tout là. Je pense à Mamadou Ndala. Quand Mamadou Ndala était tué, ça allait être le moment de dire la meilleure façon de revendiquer le sang de Mamadou Ndala, c'est d'exterminer tous les groupes armés. On ne l'a pas fait. Vous savez, aujourd'hui, si on me demandait, moi, d'aller à l'Est, je n'irai plus. Je suis allé volontairement, de 2005 jusqu'en 2018, dans des zones de conflit, dans des opérations militaires pour comprendre les conflits armés là-bas. Je vous dis que la situation sur terrain, si vous arrivez au camp des déplacés, c'est pénible, madame. Vous voyez 7 personnes dormant dans une, je ne sais pas, c'est même pas une case, hein. C'est peut-être, je ne sais pas le nom que je peux donner à ces trucs où on met de serre et tout là. Donc la situation est vraiment alarmante. Bon, la vérité c'est quoi? Je ne partage pas entièrement l'opinion de Rick Bissello quand il dit par exemple c'est à ce suite aux mauvaises décisions prises dans des salons ou dans des bureaux climatisés ici qui fassent qu'il y a des morts là-bas. Je veux peut-être relativiser ça en disant d'un côté aussi c'est à cause des mauvaises décisions qui font que l'on n'arrive pas à sécuriser tous les territoires. Par exemple, madame, je ne pouvais pas comprendre que la ville de Bunagana puisse tomber facilement comme ça, quand c'était tombé pour la première fois, il y a 2 ou 3 ans passés. Parce que les services de renseignement militaire savent très bien que
les services de renseignement militaire de manière générale savent très bien qu'à Bunagana, il y a les M23 qui étaient cantonnés là-bas. C'est-à-dire à tout moment, ils pouvaient entrer au Congo. Donc Bunagana devait être une zone hautement sécurisée. Là, c'est le passé. On parle de la bonne décision à prendre. C'est vrai que je dis. Que faire pour mettre définitivement fin à cette J'arrive. Madame, je le dis encore ce matin. Mon grand frère congolais parlait de l'opinion, de politiser les victimes et tout là. Madame, pour que nous arrivons à une paix durable et qu'on puisse mettre fin à cette situation, moi j'ai toujours cru à ce que développent les Romains. Les Romains disent si vis pacem parabellum. Je ne crois que le jour où nous allons doter le pays d'une nouvelle armée, qui ne sera pas une armée débrassée, parce que j'ai suivi même à la télévision le ministre Julien Paloukou avec Patrick Mouyaya et le général Kenge depuis Brazzaville où j'étais. Julien Paloukou a révélé les astuces de Paul Kagame. Qu'est-ce qu'il a dit? Tout ce qu'il cherche, on lui dit que c'est une rébellion, attendez-vous avec les rebelles pour que tous ces militaires puissent être incorporés dans l'armée et qu'ils puissent occuper seulement les Kivu. Voilà ce qui est très dangereux. Moi, ça m'étonne. Quand j'attends les gens ici, disent non, il faut faire la guerre, mais avec quel militaire? Parce que le même militaire là, qu'on a injecté dans l'armée en 2003, qui venait du RC de Goma, c'était tous des Rwandais. Vous voyez? Et ces militaires occupent le 3 Kivu, Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema, jusqu'aujourd'hui. Et ce sont aussi ces genres de militaires que vous entendez souvent, ils sont allés de l'autre côté. Et des officiers et tout cela. Madame, je l'ai toujours dit, je réitère encore, et je réitère peut-être ce matin, il nous faut une nouvelle armée. Je dis bien nouvelle, pas une armée réformée. Si je parle de nouvelle armée, ça veut dire quoi, madame? Vous savez, il a pris à Mobutu 5 ans pour construire une armée, de 66 jusqu'en 71. Et Mobutu, quand il a terminé son armée, il a appelé ça Forces armées zaïroises. Ce n'était plus ANC, Armée nationale congolaise. Je pense qu'on doit procéder au changement de dénomination de notre armée après avoir recruté de nouveaux éléments. Je vais vous donner un exemple. Il y a quelques temps... Et vous pensez qu'on ne recrute pas des appels au recrutement? Bon, regardez maintenant, regarde Gisèle. Vous savez, moi je suis un homme de Dieu aussi. Je prêche à l'église avant d'être journaliste. Certaines vérités, Dieu l'a mise dans la nature. Si vous ne voulez pas comprendre certaines choses, Dieu vous montre ça dans la nature. Prenez 10 oranges, mettez 2 oranges pourries. Avec le temps, jamais les bonnes oranges vont transformer les oranges pourries à devenir de bonnes oranges. Mobutu a compris ça en 1965, quand il a accédé au pouvoir. Parce qu'il y a eu une mutinerie en 1960. Mobutu a dit dans son livre « Dignité pour l'Afrique », je ne pouvais pas avoir confiance à une armée de mutins. Il a jugé l'ANC, l'armée nationale congolaise, une armée de mutins. Il dit les militaires sont dociles. Quand déjà les militaires se rebellent, ils ne sont plus de militaires. Les anciens combattants étaient là. Mobutu a recruté ces jeunes. Pas de contact entre ces jeunes et les anciens combattants. Il a créé ces camps militaires. Kibomango, Seta et tout là, il a formé ces militaires. Pas de contact avec les anciens combattants. Aucun officier des anciens combattants a dirigé les phases. C'est pourquoi on avait quand même une armée. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe avec nous ici aujourd'hui? Quand on passe aux réformes, réformes, ça veut dire quoi? Ils sont toujours là. Moi, les jours où j'avais entendu le chef état-major général Chiwewe, lors d'un parade militaire, en disant sa formation, ça veut dire qu'on prend les 40 000 qui pouvaient former une armée à part. On les a mis dans les FARDC, mélangés avec les brassés des Rwandais. C'est ce qui nous pose problème aujourd'hui. Tant qu'on a ces militaires qui sont au Kivu là, qui n'acceptent pas les délocalisations, on ne peut pas les envoyer à l'ouest ici, ni au Bandundu. Il y a toujours des problèmes. Madame, c'est choquant, ça me fait très mal. Bon, nous sommes impuissants. Certaines personnes aussi à l'extérieur du pays, on nous regarde, vous Congo, plus de 100 millions d'habitants, un petit pays comme le vôtre, on est humiliés. Je pense que maintenant, là, c'est maintenant ou jamais. Nous, même si nous faisons des marches ici, comme mon frère congolais dit ici, vous marchez ici, mais là-bas on continue à tuer. Au moment où vous marchez ici, on tire sur les gens là-bas. Je pense que
quand nous dotons les pays d'une armée forte, je ne crois qu'à une solution militaire, pas diplomatique. Merci Isaac. Alors Éric Bisselo, une autre décision forte, c'était la demande de la convocation de la réunion du Conseil de sécurité spéciale. Il y a eu la ministre des Affaires étrangères qui a fait des demandes aux sanctions du Rwanda, les pays Chine, France, condamnés, des condamnations du Rwanda. Alors qu'est-ce qu'on peut attendre de cette réunion spéciale qui a eu lieu hier dimanche? C'est une très bonne question, mais permettez-moi encore d'éclairer mon cher ami, parce que nous semblons oublier dans quelle république nous vivons où l'armée est soumise au pouvoir civil. Donc les décisions prises par l'armée dépendent du pouvoir civil, autrement dit politique de la République démocratique du Congo, autrement dit de ces bureaux climatisés ici à Gombe. C'est eux qui donnent les là, s'ils disent attaquer ou pas. Pourquoi est-ce que déjà ce sont des mauvaises décisions? Qui ne sait pas, par les voies des réseaux sociaux, le fils de Yoweri Museveni, qui est un militaire, qui est un général, avait déclaré qu'au mois de janvier, les mercenaires de la République démocratique du Congo, nous ne vous laisserons plus là. Prenez vos bagages, dégagez, nous viendrons. C'était connu, c'était notoire, c'était public. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que les intelligences de la République démocratique du Congo, le pouvoir politique a pris pour comprendre que nous aurons une nouvelle année turbulente et pourquoi pas décisive? Rien. Et aujourd'hui, ces forces roumaines, que nous payons rubis sur ongle, ben, ils ont rendu le drapeau blanc. Ils se sont rendus. Chèrement payé comparé aux forces armées de la République démocratique du Congo, comparé aux ces jeunes que nous avons recrutés. Parce qu'il faut arrêter avec le langage hypocrite. Comme si le brassage, c'était les mauvais qu'on associe avec les bons. Non, c'est faux. Comme si l'armée congolaise était l'armée rwandaise. C'est faux. On peut avoir, comme vous dites aussi bien, 500 au gradé. Mais est-ce que ça fait la majorité de l'armée? Je crois qu'il y a même eu des tentatives de réforme de dégager, ou bien de dégrader ces hommes venus des armées irrégulières pour venir embrasser l'armée congolaise. Mais je crois qu'il faut arrêter avec cette rhétorique hypocrite. On ne peut pas faire une nouvelle armée sans avoir des hommes qui sont aguerris sur le terrain. Ouazalendo, qu'on veut intégrer à l'armée nationale, qu'est-ce que c'est? C'est un brassage. Il faut arrêter avec cette hypocrisie. Assumons. Si nous sommes faibles, réfléchissons sur le comment nous sommes faibles, pourquoi nous sommes faibles, pour devenir forts et faire face à cette armée rwandaise qui est une petite armée. Mais stratégiquement, nous domine. Ce sont des questions que nous devons poser. Donc il ne faut pas arrêter de dire le Rwanda nous a infiltrés, comme si nous étions des enfants, nous étions ignorants. Ou alors ceux qui nous dirigent sont ignorants, sont des enfants. C'est ça qu'on veut dire. Les réunions sans cesse au-delà de la communauté internationale, nous avions déjà entendu il y a quelques années une diplomatie offensive. Nous avions également entendu que la France avait condamné. Ce n'est pas d'aujourd'hui les condamnations. Est-ce que nous devons attendre que ces condamnations se transforment en actes concrets? Mais si nous attendions, vous verrez ces groupes armés arriver au port de Kinshasa. Et la sphère politique joue pleinement ce rôle. Comment voulez-vous, aujourd'hui, vous qui êtes censés être les dirigeants, les leaders, dans une période de succession, nous parler des réformes de la Constitution? Vous continuez à faire vos réunions comme si de rien n'était. Et vous attendez à l'opposition de venir vous accompagner dans cette macabre analyse. Non, il faut être sérieux. Il faut être sérieux. Soit c'est l'opposition qui est consciente, effectivement, là, je parle en termes de clivage politique, soit l'opposition, la majorité, est complètement dans une forme d'hérésie incroyable. Et chacun prend ses responsabilités. Nous, tout ce que nous pouvons dire aux jeunes, et c'est ça notre travail, de dire que nous devons être quelque part au-delà d'être membres d'un parti politique, nous devons avant tout être citoyens. Et cette République, si elle n'existait pas demain, nous ne serions pas citoyens, nous n'aurons pas cette citoyenneté, nous n'aurons pas la capacité d'avoir des prétentions. Mais moi, je dis une chose, face à l'hétéroclite des envahisseurs qui nous arrivent, tantôt on nous parle de Nanga, tantôt on nous parle de M23, tantôt on dit clairement, tout est dit à Rwanda. Hétéroclite des envahisseurs entend hétéroclite des intérêts. Chacun arrive son agenda, son intérêt. Le passé nous a déjà enseigné. Nous savons comment ça va se terminer. Alors ne soyons pas naïfs quand on est à l'opposition de penser qu'ils viendront faire partie Félix Tshisekedi pour que vous, on vous mette là pour changer le Congo en havre de paix. Ne soyons pas naïfs à ce point-là quand même. Donc chacun prend ses responsabilités. Moi j'ai une conscience citoyenne, j'ai une conscience patriotique, je n'ai pas besoin d'autorité morale pour savoir que ceux qui tuent mes frères,
ceux qui pillent mon territoire national, ceux qui détournent la richesse de la République démocratique du Congo, ne sont pas forcément des patriotes. Et de la même manière, ces rhétoriques vont également pour ceux qui sont au pouvoir. C'est pas parce qu'on est en opposition, on tient des armes, là-bas en opposition armée des Nanga, qu'on est plus méchant que ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir ici, et qui font la même chose. Mais c'est pas... Non, ils font pas la même chose, hein, parce que là-bas on tue, ceux qui sont ici ne tuent pas. Hein. Vous êtes sûr que ceux qui sont ici n'ont pas de groupes armés? Êtes-vous sûr qu'il y en a qui sont ici à l'Assemblée nationale n'ont pas de groupes armés? Ils n'alimentent pas les groupes armés? Est-ce que vous êtes sûr que ceux qui sont ici, ils n'alimentent pas les Kounouna? Ils ne donnent pas de l'argent Kounouna? De quoi vous parlez? En quoi c'est différent? Le Kounouna que vous donnez 100 $ le soir, vous savez si demain il aura tué ou pas? Et cette réforme-là, cette autopsie-là, vous l'avez fait? Vous avez fait de ce Kounouna un citoyen nouveau? Non, vous l'avez juste entretenu. Alors, soyons réalistes, affrontons la réalité. Et cette réalité, vous n'allez pas dire c'est parce qu'il est dans la majorité présidentielle, il peut tout faire. Vous vous souvenez ici, l'UDPS avait créé des lieux où on formait des gens en milice. Vous vous souvenez ici des groupes armés, des groupes partenaires UDPS avec des machettes dans la rue. Donc voilà, cette fibre patriotique doit venir avant tout de ceux qui sont censés montrer l'exemple. Et nous les accompagnons volontairement. Face à l'ennemi, le Rwanda. L'ennemi, non, la notion de l'ennemi, elle est vague. Non, la notion de l'ennemi, elle est aussi intérieure qu'extérieure. Ceux qui arrivent au pouvoir, c'est la famille, nous devons d'abord attaquer l'ennemi. Attendez, quel ennemi? Il y a des ennemis de l'intérieur qui sont comme vous et moi, qui sont congolais, de père et de mère. Ils détruisent autant ce pays que ceux qui viennent de l'Est, ceux qui viennent d'autres contrées, qui viennent d'autres pays. Ils détruisent autant. Et puis encore, ils font des accords secrets. Et quand ils arrivent au pouvoir, c'est pour brader la nation. Alors, vous n'êtes pas d'accord avec toutes ces réunions, Conseil de sécurité. Il y a même William Ruto qui convoque dans 48 heures une réunion de l'EAC. Là, vous attendez à rien. Non, c'est un devoir de le faire au regard à la gravité. Je crois même que le premier acte que je salue, effectivement, c'est la rupture diplomatique. Et moi, je suis étonné que ça ne soit pris que maintenant. Il n'y avait plus de relations à entretenir avec le Rwanda depuis la prise de Bunagana. Il fallait rompre cela et on peut continuer à échanger à travers d'autres lieux d'échange. Mais je crois que si on prend aujourd'hui conscience qu'effectivement, ces groupes-là ont la capacité de nous déstabiliser, aujourd'hui on en prend conscience, et pourquoi pas de déstabiliser la nation congolaise, mais tant mieux que l'éveil patriotique se réveille sincèrement et non pas défendre les intérêts de quelques-uns. Nous défendons la nation dans son entièreté, dans sa diversité. Éveil patriotique, Joseph Kongolo. Il y a une marche que Constant Moutamba a annoncé pour aujourd'hui devant l'ambassade des États-Unis, mais malheureusement, l'ambassade a annoncé également sa fermeture de la section consulaire et du centre culturel. C'est-à-dire quoi, il y a aussi, on peut dire qu'il y a complicité, tous ces pays-là, on ne peut pas croire à eux. Madame, je crois que nous ne sommes plus à ce niveau-là. Même le discours de mon ami d'en face, je crois que c'est un discours dépassé aujourd'hui. Il est dépassé. Nos divisions internes, il y en aura toujours jusqu'à la fin de ce pays. Il y aura toujours une opposition, il y aura toujours un pouvoir, il y aura toujours des excès, de si, ça va exister. Mais aujourd'hui, c'est notre bien commun qui est attaqué. C'est notre bien commun que nous risquons de perdre. Je voudrais dire ceci, tout ce qui a rapport avec la diplomatie a atteint ses limites aujourd'hui. A atteint ses limites. Il ne faut plus compter sur les AC. Les AC étaient ici, n'ont rien produit. Par contre, ils sont alliés à l'adversaire. Il faut pas compter avec l'Union, avec l'ONU. C'est vrai, laissez toute cette musique-là chanter, mais en réalité, ils n'ont qu'une volonté. Tout a été donné. Les rapports ont été là. Mais ils n'ont jamais fait ça. Ils n'ont jamais condamné. Enfin, c'est pour une fois, je crois que le secrétaire général a condamné pour une fois. Mais ils n'ont jamais pris des sanctions. Donc, je crois que pour nous, nous ne devons pas nous laisser distraire. Laissez la diplomatie faire son travail. Nous sommes attaqués sur notre terrain. Madame, ça fait 30 ans que cette guerre existe en République démocratique du Congo. Combien d'hommes d'action et d'hommes de guerre cette expérience de 30 ans produit? Combien? 30 ans durant, en guerre. Combien d'hommes d'action, d'hommes de guerre que nous avons produits? Aucun. D'hommes d'influence? Aucun. Nous n'en avons pas. Madame, la guerre ne nous a pas instruits. Voilà pourquoi nous la subissons. Voilà pourquoi nous la subissons. Je ne peux pas vivre la guerre chaque jour et ne pas développer des réflexes de résistance ou de contre-attaque. Malheureusement, ce n'est pas ce qu'il y a. Nous avons Mamadou, effectivement, on peut compter quelques cas. Nous avons Mamadou, nous avons le chef de Mamadou, c'est celui qui est décédé aussi. Baouma, par exemple. Et, écoutez, madame, sur 30 ans, nous n'avons que 2 qui se sont distingués des autres. Il y a aussi le général de Mobutu, là, qui est décédé un peu avant. Bouzamabé. 3 personnes seulement, sur 30 ans de guerre. Les hommes de guerre, il n'y en a eu que 3. C'est anormal.
Tous ces généraux que nous avons, on parle d'une centaine de généraux. Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils ont des troupes derrière eux ou ce sont des généraux sans troupes? C'est anormal, madame. Voilà pourquoi, moi je dis ceci. Nous sommes dans une spirale de répression et de résistance. Renversons. Renversons les choses. Nous devons attaquer. Nous devons attaquer. Et qu'est-ce que nous devons faire? Ça, c'est mon point de vue. Je suis peut-être brutal, mais je crois que le président de la République n'a plus besoin de compter sur la plupart des traîtres qui sont au front. Il a dit, lui, moi je l'ai écouté, qu'il a des armes qui veulent atteindre le Rwanda. Le jour où on va bombarder l'aéroport du Rwanda, on va reprendre la présidence du Rwanda, on va bombarder les camps militaires du Rwanda pour éviter la population. Je crois que la guerre va prendre une autre dimension et très vite, le monde entier va s'émouvoir et on va arrêter cette guerre. Il n'y a plus d'autres mécaniques. Alors, si le président, apparemment, peut-être pas, on veut lui donner plusieurs considérations. Régale la communauté internationale, oui, celle qui ne veut pas condamner. Humanitaire international. Hein, mais justement, madame, quand le Rwanda fait, la communauté internationale n'existe pas. Le Rwanda est au Congo. Ils ont des rapports. Ça n'existe pas. C'est ça? Donc, quand le Congo le fait, alors là, c'est la communauté internationale se met debout. Non. C'est pourquoi je dis, le leadership, quand vous assumez le rôle de leadership, parce que dans un leader, il y a deux choses. Il y a une dimension de gouvernance, la capacité d'assumer, de transformer sa vision, n'est-ce pas, en plan, en progrès et tout ça, mais il y a un autre aspect de leadership. Il faut savoir activer l'arme du courage, n'est-ce pas, et quitter le corps, quitter le monde, quitter le matériel, devenir l'esprit. C'est là. L'impression qu'on a, que la reine est seule contre tous, parce que... Mais c'est le moment de montrer, madame, c'est une occasion pour les hommes politiques, pour les hommes de guerre, de montrer l'héroïsme. C'est ça le niveau de l'héroïsme. C'est maintenant le niveau de l'héroïsme. Le président de la République veut être un héros demain, c'est maintenant qu'il doit terminer la guerre. Est-ce qu'il y a un militaire qui veut être un héros? C'est aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un jeune qui peut se détacher de la foule, n'est-ce pas? Monter à la montagne comme Jésus l'a fait et revenir à un autre jeune transformé, c'est aujourd'hui. Donc, il y a un discours qu'il faut tenir à ceux qui sont au front. Est-ce qu'il existe ce discours? Ce discours, il peut briser, même si tu as reçu l'argent. Il y a des discours qui transforment les gens immédiatement et qui le rendent fou. Alors, donc, je crois, madame, je termine par là. Je voudrais dire que nous sommes dans une logique de confrontation d'intérêts. OK? Nous sommes dans une confrontation belliqueuse. C'est le combat, c'est la guerre, c'est le sang, aujourd'hui. Entrer dans le jeu du sang. Que ça ne fasse pas peur aux gens. C'est pourquoi nous en fait la politique. C'est parce que le sang, c'est aussi quelque chose qui peut réveiller la patte. Entrer dans cette logique de sang. Entrer dans la logique de sang. L'ennemi doit laisser le sang au Congo. C'est ce qu'ils font aujourd'hui. Tout ce qu'on fait là-bas, quelqu'un va parler, je l'ai suivi hier du début jusqu'à la fin, j'ai entendu, l'autre a répété, tout ça, ainsi de suite. Et puis après, on vous dit, non, on va délibérer. Et on n'a pas encore délibéré jusqu'aujourd'hui. Et pendant ce temps, nos amis, nos frères, nos sœurs, nos enfants, qui sont là, à Goma, ils sont dans une situation traumatique exceptionnelle. Alors, et il y a d'autres qui meurent de ça. Oui, je vous ai suivi, vous appelez à l'unité, à ne pas avoir la division. Justement, par rapport à cela, oui. Il y a des appels de la cohésion, notamment des opposants tels que Martin Fayoulou. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il faut qu'on puisse se mettre sur une table d'abord à l'interne pour éviter les triomphalismes, que les gens puissent s'enorgueillir, c'est-à-dire que montrer que chacun a amené sa part, et bien voilà, nous allons vers l'ennemi et le combattre. C'est une distraction, ce n'est pas le moment. C'est pas le moment. Il y a un temps pour le faire. Ce n'est pas le moment. Aujourd'hui, est-ce que Martin Fayoulou ne sait-il pas qu'il cherche le pouvoir pour le même Congo? Monsieur Moïse Katumbi ne sait-il pas qu'il cherche le pouvoir, on le cherche dans la paix? Pendant ce temps, c'est pour quel pouvoir? Au Congo? Ne sait-il pas? Qui est celui de Moïse Katumbi et de Martin Fayoulou qui ne veut pas défendre la République aujourd'hui? Est-ce qu'il faut l'appeler? Il faut mettre une poignée de gens. C'est combien, madame? En moyenne, 100 personnes? Nous sommes 120 millions. Vous ne mettrez pas autour d'une table. C'est un reflet de nous. C'est ça le patriotisme, madame. Le patriotisme, moi, on ne me demande pas de défendre la RDC. On ne me demande pas. Je n'ai pas besoin qu'on me mette autour d'une table pour ça. Non, même Moïse Katumbi lui-même, que ce soit M. Martin Fayoulou, vous croyez qu'il a besoin de ça? Ah, je ne pense pas. Je ne pense pas. Tout ce qu'il raconte à l'intérieur, c'est faux. Nous avions ces divisions depuis très longtemps. Nous nous sommes réunis à la CNS. Nous sommes réunis à Sun City. Nous sommes réunis. Et avant, entre 60 et 65, il y a eu plusieurs réunions, madame, qui n'ont jamais produit. Merci. Je voudrais que ceux qui ont les manettes du pouvoir aujourd'hui, n'est-ce pas, qu'ils fassent ce qu'ils doivent faire en impliquant l'opinion. Et la meilleure opinion qui a le goût de risque aujourd'hui, c'est la jeunesse. Si vous n'avez pas un discours pour la jeunesse, si vous ne savez pas organiser la chose, dans la jeunesse, il y a les réservistes. Je crois que le service national, ce sont des réservistes. Hein. C'est ça? Le service national. Ils ne sont pas là pour construire seulement. Ils sont là aussi pour faire la guerre en cas de rappel.
vous avez des auxiliaires, vous avez des gens qui ont fait le scoutisme, vous avez des gens qui peuvent apporter de l'eau, qui peuvent apporter de soins, c'est dans la jeunesse. Si vous n'avez pas un discours pour le faire, si vous ne savez pas le faire, vous qui êtes autour du président de la République, vous occupez de la jeunesse. Vous avez tout un ministère qui s'occupe de la jeunesse. Vous avez des services transversaux, n'est-ce pas, qui s'occupent de la jeunesse. Mais qu'est-ce qu'elle fait, cette armée? Elle fait quoi aujourd'hui? Elle chôme. Merci. Voilà, alors, Isaac Ngwenza, il y a juste eu un député qui appelle à une session extraordinaire au Parlement pour appeler à la guerre, déclarer la guerre au Rwanda. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative? Bon, je crois, avant de répondre à cette question, je dois rapidement recadrer Éric Bisselo, qui a traité le propos de parler de l'armée de Brassé, que c'est de l'hypocrisie. Aujourd'hui, on peut prendre les Ouazalènes, on le met à l'armée. Ce n'est pas ça le vrai problème. Je ne sais pas si vous avez une idée claire de ce qu'on appelle une armée. Vous savez, l'armée américaine est une armée multiraciale. L'armée indienne est une armée multiraciale. J'ai visité Indian Battalion en 2015, à l'est là-bas. L'armée, c'est l'abnégation. L'armée, vous devez avoir, vous tous, le même esprit. Moi, je peux aujourd'hui incorporer l'armée française. Tant que je défends les intérêts de la France, je suis français, peu importe ma peau. Mais le problème avec la RDC, que vous prenez un langage politicien pour dire que c'est un faux problème. Le vrai problème, c'est que quand vous entendez parler des brassés, le premier danger, c'est quoi? Moi, j'ai une rébellion à Aru, par exemple, ou bien à Massissi. On dit, bon, cessez de vous battre, ou un groupe armé. On va vous incorporer dans l'armée. Je fais une liste. Je dis, comme c'est mon meilleur ami, colonel. Je prends Jean-Claude, major. Je prends Gisèle, capitaine. Et vous dites, au nom de la paix, on les prend comme ça avec ses grades, obtenus dans la brousse. Alors que dans l'armée, on monte en grade suivant une formation. Lorsque vous êtes vaillant soldat, la prouesse donne une médaille à un militaire, jamais promotion en grade. Même vous avez au sein d'une armée un lieutenant qui n'a jamais été dans une école de formation des officiers. Vous avez un colonel qui n'a jamais été dans une école supérieure militaire. Et vous avez tous ces gens-là à peu près mis dans l'armée. Et d'autres même ont des postes de commandement parce qu'ils venaient de telle force. En 2013, il n'y a pas longtemps ici, Fridolin Mbongo a effectué une visite à Beni. Il revient ici, il dit l'armée congolaise est infiltrée des Rwandais. Il a vu les militaires rwandais là-bas. Mais ce n'est pas du neuf. Le vrai problème avec notre armée, c'est là que moi j'ai toujours dit. Si le problème, le conflit armé à l'Est était réellement un problème interafricain, c'est-à-dire entre le Rwanda et la RDC, peut-être comment on appelle ça, la médiation du président Sassou, par exemple, pouvait arrêter ça. Ou la médiation du président Lorenzo. Mais le vrai problème avec la guerre de l'Est, il s'agit d'une guerre entre l'OTAN et le Congo. Moi, je suis choqué quand je vois notre ministre des Affaires étrangères aller à New York. Oh, mais là, c'est ridicule. Je suis vraiment choqué. Je suis choqué. Et puis, j'ai suivi dans les réseaux sociaux les réunions là, avec ma connaissance de l'anglais. Hein. On dit, on condamne tous ces massacres et tout là. Et un autre Coréen, je crois, a pris la parole pour dire l'unique moyen de pacifier le Congo, c'est retourner à la table de négociation. Bon, si le gouvernement pouvait réussir à identifier le M23 comme un mouvement terroriste, j'ai suivi Donald Trump lors de l'investiture. Il a promis d'éradiquer le terrorisme dans toute la planète. Malheureusement, au niveau de New York, le M23 n'est pas vu comme un mouvement terroriste, comme on dit ici. On le voit comme des rebelles congolais. Ça, c'est la politique de Kagame. Alors que le vrai problème, c'est le Rwanda. C'est connu. Et puis, ils savent que le M23, ils t'ont dit soutenu par le Rwanda et tout là. Mais personne ne condamne le Rwanda. Le vrai problème, c'est que quand, aujourd'hui, vous ne reconnaissez pas que lorsque vous avez des infiltrés dans l'armée, et puis regardez, c'est pas seulement des simples brassés, hein, des simples brassés, mais des militaires qui sont venus avec Afdel en 97, ils ont renversé le régime de Mobutu. Il y avait les Ougandais, les Rwandais et les Burundais.
Les Ougandais sont tous rentrés. Les Ougandais aussi sont tous rentrés. Mais les Rwandais n'étaient pas rentrés. Ils quittent Kinshasa, ils arrivent à Goma. Le même militaire, Afdel, se sont transformés en RCD Goma. On signe des accords de Sun City, on prend tous ces militaires, on les injecte dans l'armée jusqu'à aujourd'hui. Et parmi ces militaires-là du RCD, est né le CNDP de Laurent Kunda. Alors, toujours dans la même souche, je vais citer ici, la même souche, RCD, CNDP, on signe des accords, on le met dans l'armée, ils ne sont toujours pas contents. Après le CNDP, j'arrive. En CNDP, on sort le M23, c'est-à-dire c'est le RCD, les Rwandais qui sont venus en 1997 jusqu'à aujourd'hui. Tant qu'on a ces militaires dans notre armée, c'est là que moi je ne crois pas. C'est là que je suggère une nouvelle armée. Maintenant, j'entre à la question. Oui, très vite. Rapidement, vous dites que... Session extraordinaire pour déclarer là au Parlement. Vous êtes d'accord avec ça? En fait, je l'ai toujours dit 1000 fois. Moi, je sais que l'unique façon de sécuriser le territoire national, c'est de doter le pays d'une armée forte. Merci. Quand vous avez une armée forte, on va plus s'amuser avec vous. Vous l'avez déjà dit. Alors, on fait le dernier tour de table. Une armée forte, ça va de soi, mais je ne crois pas que vous m'ayez contredit. Je vous ai dit ceci. Si on prend ces faux gradés qui n'ont pas le mérite d'être là, mais ils dirigent des hommes. Maintenant, c'est qu'il faut, ces hommes-là, quand on les intègre dans l'armée nationale, il faut une formation idéologique. Il faut en faire des patriotes. Il faut leur donner la quintessence même de l'armée nationale. C'est ça qui manque aussi, on a des formations à court terme. Parce que nos propres armées commettent également des bévues à l'égard des endroits des citoyens. Ça manque un peu c'est là que je vous dis que ça pêche. Ce n'est pas la grosse armée. Mais cela dit, c'est que nous demandons au chef d'État. Effectivement, il faut aller puiser dans la jeunesse. Il faut aller puiser dans la jeunesse. Il faut qu'ils comprennent, quand je dis qu'il est comptable, que ceux qui sont en train de bouffer l'argent public, qui sont en train de dire il faut attendre, il ne faut pas... Non, je crois qu'il faut aller dans l'audace. Nous avons toujours dit, le Rwanda nous déclare la guerre, déclarons-lui la guerre. Vous savez, il y a une dynamique de la guerre qui est complètement différente de ce qu'on peut prévoir. Il peut y avoir que la population congolaise adhère pleinement à partir de Goma, intègre cette idéologie et envahisse le Rwanda. Pourquoi est-ce que nous devons préserver les populations rwandaises, nous devons préserver le territoire rwandais, pendant que nous, on meurt, pendant que les Rwandais viennent faire la guerre ici? Il ne faut pas juste passer à la télévision et dire oui, n'envoyez pas les familles rwandaises, n'envoyez pas vos enfants, vont mourir au Congo. Mais il faudrait effectivement qu'ils aillent mourir là-bas. Et c'est ce courage qu'il faut. On va regarder la communauté internationale plus tard, il y a suffisamment de morts depuis 98. En outre, il faut une certaine réalité, il faut un langage solennel de pouvoir public. Il faut tendre la main à l'opposition qui n'est pas armée, il faut entendre ce qu'ils ont à dire, ce qu'ils ont à proposer. On a eu les chefs d'État quand il a voulu rompre avec le FCC, il les a entendus. Et ici, à plus forte raison, lorsqu'il s'agit du territoire national, de l'intégrité territoriale, vous dites que non, il ne faut pas écouter Martin Fayou, il ne faut pas écouter Bemba, il ne faut pas écouter un tel. Non. Il faut tous les écouter et prendre ses responsabilités. Moi, je suis même d'avis que le chef d'État doit déclarer un état de guerre ou un état d'urgence. Et après, il peut y avoir un certain assouplissement dans certains endroits, sur certains, mais en tout cas, un état solennel qui permettrait que chacun prenne conscience. C'est des trop. Et que ça ne va pas se passer comme ça. La jeunesse suivra quand on voit que les aînés qui sont là, l'exemple vient du sommet. Mais tant que nous sommes dans la tergiversation, dans l'hésitation, dans le copinage, dans le comique, ben écoutez, prenons nos responsabilités et subissons ce que nous subissons. Je le répète, les Rwandais, les Ougandais avaient déjà montré leur posture. Janvier, ça va être l'année, le mois décisif. Nous n'avons rien fait, nous n'avons pas réagi. Donc en conséquence, le chef d'État, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, en tant que c'est lui qui préserve l'intégrité territoriale, c'est lui qui est le chef de commandant suprême, il prend ses responsabilités, il j'assume une guerre contre le Rwanda. Nous avons les moyens de les atteindre, même si les hommes n'y vont pas encore, envoyons des armes. Quand on dit aux jeunes qui sont là-bas au Goma et compagnie, de prendre des armes, il ne faut pas leur juste dire de prendre des armes, prendre des armes et rentrer au Rwanda. C'est ça qu'il faut rajouter dans cette terminologie. Voilà. En tout cas, c'est ça que nous pensons. Merci, émission est finie. Alors, je transmets un message du ministre de la Communication et des Médias lors du briefing. Faire attention aux poissons rwandais, c'est-à-dire la désinformation qui circule aussi dans les réseaux sociaux. En tout cas, le poisson rwandais, il faut aussi faire attention. Hein. Ça c'est pour nous et les gens qui nous suivent. Hein. La désinformation dans les réseaux sociaux. Je voudrais dire ceci, nous voulons d'abord ne pas militariser le jeu politique. L'instant est dur. Il ne faut pas que le discours sur la République soit militarisé. Il faut plutôt politiser.